Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le barreau de Côte d'Ivoire a 65 ans. L'événement célébré ce vendredi à Abidjan, Cocody, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Témoignage et reconnaissance pour honorer ceux qui ont marqué son histoire. Il s'engage à préserver un héritage de justice au service de la Côte d'Ivoire. Et puis notre célébration, celle de la Journée internationale de l'urbanisme. La Côte d'Ivoire compte 80 urbanistes, soit un pour plus de 300 000 habitants. Ils ont expliqué leur rôle dans le développement de nos villes. Ces acteurs veulent répondre aux besoins des communautés avec des solutions inclusives. Et puis la valorisation des produits locaux au cœur du forum Côte d'Ivoire-Congo à Brazzaville. Les opérateurs économiques et culturels des deux pays se retrouvent jusqu'au 21 novembre. Ils vont voir ensemble les opportunités de coopération. La Côte d'Ivoire a présenté son savoir-faire, notamment dans la transformation de cacao et d'anacarde. Et puis en sport, retour en sélection de Simon Adengra, Sinali Diomandé et Amani Lazare. Absence de Sébastien Allais, Eric Bailly et Jean-Michel Seri. Éliminatoire Cannes 2025, le sélectionneur Faye Hermès a donné la liste des 25 joueurs pour les rencontres du 15 et 19 novembre. L'ordre professionnel des avocats célèbre le 65e anniversaire de son existence. Un événement présidé par le Premier ministre. Le barreau se dit fier de son héritage qu'il s'engage à préserver pour relever tous les défis. Marie-Chantal Akandan, Adama Kéré. 65 ans d'histoire, de combat pour la justice et d'engagement. Le barreau de Côte d'Ivoire célèbre un riche héritage de contribution à la justice et aux valeurs fondamentales. Aujourd'hui, notre barreau se trouve à la croisée des chemins, dans un monde en constante mutation. Cette transformation rapide des pratiques, des besoins et des attentes nous pousse à repenser notre mission, notre rôle et nos alliances, à commencer par nos relations avec les magistrats, nos partenaires au service de la justice. Le ministre de la Justice, représenté par son collègue de la promotion de la jeunesse, réitère le soutien du garde des Sceaux. Vous êtes bien plus que de simples représentants du droit. Vous êtes les architectes d'un édifice central de notre nation, c'est-à-dire l'État de droit. Par vos actions, vous posez les fondations d'une société plus juste, où chaque citoyen peut espérer une protection impartiale et un respect rigoureux de ses droits fondamentaux. Le président de l'Assemblée nationale confirme son appui à l'institution, avec une collaboration renforcée entre législateurs et praticiens du droit. Il sied que législateurs et praticiens du droit se parlent, échangent, foisonnent, afin que de leur saine collaboration jaillissent des textes de qualité, compréhensibles et accessibles à tous, dans le but d'améliorer la qualité de la loi pour le bonheur de nos mandants et des praticiens du droit, afin de concourir efficacement à l'œuvre de justice. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé salue le barreau ivoirien et réaffirme le soutien du gouvernement. Nous comptons sur vous, Madame le bâtonnier, afin que le dialogue permanent soit établi dans le palais de Thémis avec les magistrats, de sorte à optimiser la qualité de la justice ivoirienne. C'est là notre intérêt et c'est là aussi notre vœu. Que cette commémoration nous engage ensemble à écrire les plus belles pages de l'histoire de la justice ivoirienne qui incarne l'espérance et la fierté de notre pays. Plusieurs personnalités du barreau ont été décorées, une reconnaissance qui symbolise l'engagement de l'institution à bâtir une justice moderne. Elle est aussi soixantenaire, l'École supérieure de travaux publics de l'INP. La communauté des anciens diplômés de l'Institut veut marquer le coup. Bientôt la célébration des 60 ans. Le comité d'organisation a partagé le contenu de cette célébration qui aura lieu en décembre. Anaël de Crisa, Alexis Odarogo. L'École supérieure des travaux publics de l'Institut polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro célèbre du 6 au 8 décembre prochain son soixantenaire. Pour l'occasion, le président du comité d'organisation était ce jeudi face à la presse. Le 6 décembre 2024, nous allons prier à la grande mosquée de Yamoussoukro pour le président Houphouët-Boigny. La journée commémorative
ce sera le 7 décembre. Et le lendemain, 8 décembre, nous aurons une messe d'action de grâce à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. L'École supérieure des travaux publics, anciennement École nationale supérieure des travaux publics, a été créée en 1963. À ce jour, ils sont plus de 3000 ingénieurs et techniciens supérieurs de travaux publics formés par cette école. Et l'INP en a formé la Côte d'Ivoire qui compte 80 urbanistes, soit un urbaniste pour plus de 300 000 habitants. C'est ce qu'a révélé le président de l'Ordre national des urbanistes. C'était ce 8 novembre, jour de la célébration de la Journée internationale de l'urbanisme. Une conférence débat pour parler du rôle des urbanistes dans le domaine du logement, répondant aux besoins des communautés. Les précisions de Dangui Dangui. Sans urbanisme, il n'y a pas d'école. Pas de centre de santé, de marché ou de cité administrative, a martelé le président de l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire au moment où son organisation souffle sa 30e bougie. L'urbanisme est la porte du développement, a-t-il ajouté, avant de faire des propositions dont la mise en œuvre, selon lui, devrait permettre d'assurer un logement adapté aux besoins de la population. C'est important pour la Côte d'Ivoire de doter les localités de plus de 5 000 habitants de documents de planification. Doter davantage les structures décentralisées des ressources humaines qualifiées en matière d'urbanisme. Doter toutes nos localités de plus de 5 000 habitants de cartes de risque. Ça aussi, c'est un élément très important. Il faudrait que nos localités importantes aient des cartes de risque pour éviter d'installer nos populations dans des zones à risque. Des propositions aussi pertinentes les unes que les autres, admet le représentant du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. La Côte d'Ivoire compte 80 urbanistes, soit un urbaniste pour plus de 300 000 habitants, alors qu'ils sont appelés à jouer un rôle central dans l'élaboration de solutions durables pour répondre aux besoins de logement des populations. La Journée mondiale de l'urbanisme que nous célébrons aujourd'hui doit nous conduire à bâtir des villes inclusives, saines, résilientes et durables, avec l'appui des professionnels que vous êtes. La célébration du 30e anniversaire de l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire coïncide avec le 8 novembre, la Journée internationale de l'urbanisme, et a donné lieu à une conférence débat sur le thème « Le rôle des urbanistes dans le domaine du logement, répondant aux besoins de nos communautés et dans la création de solutions équitables, inclusives et durables pour tous ». Et dans l'actualité ce soir, le financement alternatif, un levier de développement et de la performance des petites et moyennes entreprises. Les acteurs en parlent lors de la 10e édition des Journées des PME. Ce rendez-vous est une occasion de passer en revue les difficultés du secteur, notamment le vieux problème de l'accès au financement. Jean-Michel Quadio, Dangui Dangui. En un an, ce sont au total 173 petites et moyennes entreprises qui ont été accompagnées pour un coût total de 17 milliards de francs CFA par Côte d'Ivoire PME. Pour améliorer ces résultats, un cadre de réflexion entre experts, secteur public et privé à l'occasion de la 10e édition des Journées nationales promotionnelles des PME. Une initiative de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. 2 jours pour proposer des solutions innovantes en vue d'aider ces entreprises à être plus compétitives. C'est une excellente occasion pour nous, pendant ces 2 jours que dureront ces journées, de changer, de débattre et faire des propositions autour de ces thèmes d'actualité pour aider nos entreprises à être plus résilientes afin de faire face aux défis et aux exigences qu'impose le développement, la performance et la stabilité nécessaires pour une entreprise respectable. Côte d'Ivoire PME a assuré l'accompagnement technique et managérial de plus de 9000 PME, contre 6000 en 2023, ainsi qu'un accompagnement au financement de 723 PME, contre 550 en 2023, pour un montant global de plus de 17 milliards de francs CFA. Je voudrais en tout cas vous féliciter pour votre opiniâtreté. Je voudrais vous féliciter pour avoir répondu présent à l'appel du gouvernement qui est de promouvoir l'entrepreneuriat. Parce que c'est à travers l'entrepreneuriat que notre pays pourra résorber, vous savez, le taux de chômage. Les PME constituent près de 98% des entreprises du secteur privé ivoirien, soit environ 60 000 entreprises formelles et près de 150 000 informelles, représentant plus de 20% du PIB.
Et les journées se poursuivent. Allons maintenant dans la région du Tchologo. 11e édition des journées de l'administration agricole délocalisée. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, était dans la localité. Il a consacré cette journée à la découverte de certaines unités de transformation de mangue, de karité et bien d'autres productions locales. Le reportage de Kader Sogodogo. Deuxième journée de la 11e édition des journées de l'administration agricole délocalisée dans le Tchologo. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de production vivrière, Kobena Kwasi Adjoumani, visite des unités de transformation. La première unité est spécialisée dans la production de mangue séchée, ananas séchés et autres. 150 femmes y exercent et la structure est née grâce à une initiative privée soutenue par l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme d'appui au développement des filières agricoles, PADFA. Quand j'étais encore petit, c'est le président Félix Faure-Boyen qui a distribué les intrants aux producteurs de coton gratuitement. Aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, les engrais ont été distribués gratuitement. C'est la deuxième fois pour moi. Je voudrais sincèrement vous dire merci. La transformation locale, source d'emploi et de lutte contre la pauvreté. La vision du gouvernement reste intacte. Le cas de la mangue, c'est entre 40 et 50% de production que l'on jette, puisque on n'a pas la possibilité de la conserver ou de la transformer. Mais avec cette unité et bien d'autres qui existent, on a la possibilité aujourd'hui de transformer la mangue et de pouvoir la consommer toute l'année. Bravo donc à l'initiateur du projet. La transformation du karité non pénible. Le défi est désormais relevé à Fekessédougou. Une unité moderne a été mise sur pied. Une production annuelle de 2500 tonnes qui impacte 7300 femmes. Nous sommes producteurs de beurre de karité, raffineurs aussi. Nous aimerions que l'agriculture nous aide à faciliter l'industrialisation. Le gouvernement se tient désormais aux côtés des initiatives privées pour les développer davantage. 2000 tonnes de capacité par an, je crois que c'est à encourager. Tous ces produits transformés sont certifiés bio et vont également être vendus au niveau international. Donc pour nous, l'initiateur du projet doit être encouragé. Les journées de l'administration agricole délocalisée continuent. L'accent sera mis sur la culture du sésame. Des rizières seront également visitées. Je vous emmène maintenant à Brazzaville. Il s'y tient la 2e édition du Forum économique, touristique et culturel Côte d'Ivoire-Congo. Les opérateurs économiques et acteurs culturels des deux pays se rencontrent pour discuter des opportunités d'affaires. Des panels et des rencontres B2B sont organisés à cet effet. Avec Régis Kofi et Ambroise Asséman, faisons le tour des stands. Une vingtaine de stands, des articles divers présentés au Forum économique, culturel et touristique Côte d'Ivoire-Congo. Nous accompagnons les femmes dans la transformation de l'anacarde et qui donne aujourd'hui ces pâtes de cajou, des noix de cajou qui s'utilisent comme la pâte d'arachide. Nous avons effectivement aussi le cacao pour lequel nous accompagnons énormément notre pays pour atteindre les performances en termes donc, de production, mais aussi l'accompagnement en termes donc, de transformation. Nous sommes venus présenter ces produits-là pour dire au public congolais que l'agriculture c'est un business. Il y a des structures qui nous ont demandé est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'ils puissent améliorer leur manière de conduire les activités, par exemple au niveau du maraîcher. C'est le cas des accords qu'on avait signés avec l'ONG. Il y a le ministère de l'Agriculture qui a souhaité qu'on puisse l'accompagner dans le cadre de la structuration des organisations ici au niveau du Congo. Vous l'aurez compris, cette année, la part belle est faite à l'agriculture. Les produits locaux sont valorisés. Tout ça, c'est nous-mêmes qui produisons et nous transformons aussi. On a la poudre de curcuma, on a la poudre de gingembre qu'on produit, on a la spiruline. La spiruline, c'est un algue. C'est un algue qui régénère toutes les cellules organiques. De la sculpture aux vêtements, en passant par des tableaux et autres articles divers, les cultures congolaises et ivoiriennes s'entremêlent. J'utilise le raffia et c'est avec des fils que je travaille. Je ne touche pas à la peinture. Et en dehors de ça, je fais aussi les sandales en raffia. Je fais les habits. Le Forum économique Côte d'Ivoire-Congo
Ce sont aussi des solutions innovantes. Le gouvernement congolais, et nous savons que principalement c'est le bois qu'ils exportent à l'extérieur. Aujourd'hui, par rapport à la problématique de déforestation, il est important, bien entendu, via nos satellites, avec nos partenaires, de délimiter ces parcelles-là et de voir qu'il y a eu du reboisement pour les bois qui ont été coupés. Voilà, pour permettre au Congo d'être éligible pour pouvoir transférer ces produits de bois au niveau de l'Union européenne. En initiant ce forum, l'ambassade de Côte d'Ivoire, près la République du Congo, veut renforcer les échanges commerciaux, culturels et touristiques entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Et après la coopération avec le Congo, la Côte d'Ivoire renforce aussi ses relations avec le Nigeria. Le ministre nigérian des Affaires étrangères vient d'effectuer une visite d'amitié et de travail avec son homologue de Côte d'Ivoire. Ils ont parlé des sujets d'intérêt commun. Les deux pays veulent relever les défis politiques, sécuritaires et climatiques. On en parle avec Sidonie Davila. C'est un rendez-vous diplomatique qui illustre la volonté de renforcer davantage les liens entre Abidjan et Abuja. Lors de sa visite éclair en Côte d'Ivoire, le ministre nigérien des Affaires étrangères et Léon Kakou Adom, son homologue ivoirien, ont souligné l'importance de travailler ensemble pour apporter une réponse coordonnée aux défis communs. Nous désirons renforcer la CEDEAO, surtout dans le domaine de l'intégration régionale, surtout lorsqu'on a parlé de l'autoroute commerciale Côte d'Ivoire-Lagos, qui doit normalement se faire plus sur terre, mais aussi dans le domaine maritime. Cela sera pour un grand intérêt pour les pays comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria, mais aussi pour tous les pays qui se trouvent entre les deux axes. Merci. Ces deux géants de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ont convenu d'approfondir leurs relations à travers la coopération mixte qui devrait être relancée dans les prochains jours. Des défis se posent à nous. Beaucoup de défis climatiques, politiques, sociopolitiques et sécuritaires. Et ce sont des sujets de préoccupation. Il était bon qu'on se voit pour tous ces sujets, arrêter des positions communes dans la perspective des rencontres internationales futures. Faisant référence à la victoire de Donald Trump, les deux diplomates ont exprimé leur satisfaction et félicité les républicains. À l'égard du bon niveau de coopération avec les États-Unis, les deux nations réitèrent leur volonté de consolider et d'approfondir leurs relations avec l'administration américaine. Et l'actualité ce soir, c'est aussi cette opération en cours. C'est finalement le 17 novembre que va prendre fin la phase d'enrôlement de la révision de la liste électorale. Une décision annoncée dans ce communiqué lu par Abou Sanogo. La commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance des électeurs, des potentiels électeurs, de la communauté nationale, des partis ou groupements politiques, des organisations professionnelles des médias, des organisations de la société civile ainsi que de la communauté internationale que par décret pris en Conseil des ministres, le gouvernement a prorogé la période du recensement électoral de la révision de la liste électorale 2024-2025 jusqu'au 17 novembre 2024. Cette prorogation souhaitée par l'ensemble des parties prenantes au processus électoral concerne le recensement sur le territoire national et à l'étranger dans les pays concernés. Les conditions d'inscription sur la liste électorale et de mise à jour des données personnelles demeurent inchangées. La commission électorale indépendante appelle par conséquent les Ivoiriens et les Ivoiriennes non encore inscrits et remplissant les conditions requises à saisir cette nouvelle opportunité pour se faire enrôler. Elle invite par ailleurs ces agents de recensement électoral à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la poursuite de l'opération d'enrôlement. La commission électorale indépendante compte enfin sur le civisme de toutes et de tous pour finaliser cette phase de l'opération de révision de la liste électorale dans les meilleures conditions. Un temps supplémentaire pour l'enrôlement. Donc l'opération se poursuit sur le terrain. Dans le Tonkwi, le coordonnateur principal du RHDP a fait le tour de plusieurs centres de la région. Mabritouakus mobilise les populations à se faire enrôler sur la liste électorale. Chris Diomandé, Jean-Marc Djadji. Le président du conseil régional du Tonkwi et coordonnateur principal du RHDP visite les centres d'enrôlement de plusieurs localités de la région. Albert Mabritouakus est allé s'enquérir de l'évolution et des réalités de cette opération d'enrôlement sur la liste électorale qui a démarré depuis le 19 octobre dernier. Même si le premier jour a été très timide, aujourd'hui les choses sont dans l'ordre. On a trouvé des rangs dans les centres où nous sommes passés. Et je profite donc pour m'adresser aux leaders communautaires, aux chefs, à nos responsables de base également,
pour poursuivre la sensibilisation. On constate que malgré tous les efforts faits depuis des mois, il y en a qui sont encore dans nos villages, dans nos quartiers, avec un extrait date de naissance et qui savent très bien qu'ils ne pourront pas s'inscrire, mais qui continuent d'attendre. Donc c'est l'occasion de récupérer ces cas-là et de les régler et de demander à tous ceux qui ont le certificat de nationalité, la carte nationale d'identité, l'attestation d'identité ou un récépissé, qu'ils ont le droit d'aller s'inscrire dès maintenant dans le bureau de vote. Donc ce déplacement nous permet de continuer la communication et le dialogue avec les populations pour que tous nos parents puissent exercer leurs droits citoyens de vote l'année prochaine. C'est très important que ceux qui sont en âge de voter aient la possibilité de s'exprimer, de participer au choix des hommes qui doivent décider pour nous. Cette visite du coordonnateur principal du RHDP du Tonpi et sa délégation a été marquée par la remise de kits scolaires aux élèves de plusieurs établissements primaires publics de la région. Le ministre-gouverneur du district autonome du Woroba est installé aussi sur le terrain. Moussa Dosso veut amener les populations à s'inscrire massivement sur la liste électorale avant la fin de l'opération. Rappelons-le, le 17 novembre. Walter Amadou Ouattara. La révision de la liste électorale tire à sa fin. Le ministre-gouverneur du district autonome du Woroba sillonne les villes et villages de sa zone de compétence afin d'inviter les populations, surtout les nouveaux majeurs, à s'inscrire sur cette liste. J'étais ici dans le cadre de l'enrôlement. Toute la semaine, je ne ferai que donner, aider, pousser à cet enrôlement-là. Les populations ont demandé une extension de cette période-là. C'est aussi mon travail de porter la parole des populations vers les pouvoirs publics. Débutée le 19 octobre dernier, cette opération conduite par la Commission électorale indépendante, CEI, prendra fin le 17 novembre 2024. Les acteurs se mobilisent. Le mouvement de soutien Force 2015 après la France est en Italie. Son président Charles Niaouré y a installé une coordination. Cette nouvelle entité a pour mission de sensibiliser et de mobiliser à la réussite de la révision de la liste électorale en Italie. Patricia Omouetia. Installation de la première coordination du mouvement Force 2015 ici en Italie, en Bologne. Une tâche que Diomandé Saïd compte bien remplir en comptant sur le soutien du délégué RHDP de l'Italie, Fofana Moussa. Le message que j'ai pour tous mes frères et sœurs qui sont en aventure et même qui ne sont pas en aventure d'aller se faire enrôler. Parce que 2025 se prépare dès maintenant. En Italie, nous sommes plus de 30 000 personnes et sur la liste, nous ne sommes qu'autour de 10 000. Ça veut dire que les 20 autres 1000 personnes, il faut aller les chercher. Donc, je crois que cette coordination est arrivée à point nommé. Nous voudrons les inviter à aller partout en Italie, aller partout dans les communes, dans les villes, dans les quartiers, dans les villages de l'Italie pour trouver tous les Ivoiriens et de les faire inscrire sur la liste électorale. Et parce que nous voulons la victoire du RHDP en octobre 2025 avec le candidat Alassane Ouattara. Plusieurs activités ont été menées par le président de Force 2015 au cours de son séjour en Italie, notamment faire connaître la destination Côte d'Ivoire. Force 2015 soutient les actions de développement du président Alassane Ouattara. Un autre parti qui se prépare, les militants du Front populaire ivoirien sont réunis à Yamoussoukro pour le 5e congrès ordinaire. Ils se sont mobilisés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le FPI entend se réorganiser pour 2025. Il s'agira notamment du renouvellement des instances des femmes, des jeunes et du comité de contrôle. Moussa Konaté va au Richard. 5e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien à Yamoussoukro. Le parti conduit par Pascal Afim Guessan s'est réuni pour des moments de réflexion sur sa réorganisation afin d'affronter les batailles futures de 2025. C'est une occasion de faire le bilan du parcours fait jusqu'à maintenant et forcément voir comment rebondir davantage avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'engagement et aussi prendre rendez-vous avec le peuple ivoirien. Le FPI a besoin de travailler et de multiplier encore ses militants pour la victoire de 2025, avec Pascal Afim Guessan. Il y a longtemps que nous avons eu des assemblées de grande envergure comme celle-ci. Il fallait donc se retrouver et lancer la machine pour les élections de 2025. Et chaque militant doit se mettre en ordre de bataille et ne pas oublier
de se faire enregistrer sur la liste électorale. FPI 2025, rassembler pour gagner, c'est le thème de ces assises. À l'entame des travaux, le secrétaire général président du comité d'organisation situe les enjeux. Il s'agira de revisiter les statuts et règlements intérieurs de notre parti, d'adopter le programme de gouvernement, l'offre politique que nous présenterons aux Ivoiriens en 2025. Vous aurez également la responsabilité, chacun en sa qualité, d'élire la première responsable de l'organisation des femmes du Front populaire ivoirien OFPI et celui de la jeunesse du FPI, la JFPI. Demain, nous prendrons rendez-vous pour élire le président du parti et le président du comité de contrôle. Toilettage des textes et renouvellement des instances, tout ceci dans le but de renforcer le dynamisme du parti. Pour le président Pascal Afin-Guessan, candidat à sa propre succession, le Front populaire ivoirien sortira de ce congrès plus fort et solide pour les échéances futures électorales. Nous sommes là, nous existons parce qu'il y a une mission à conduire pour la Côte d'Ivoire. Il y a des souffrances à soulager en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous existons. Et c'est pour cela que nous nous rassemblons régulièrement, pour voir comment nous allons faire pour changer l'ordre des choses, comment nous allons faire pour donner espoir à nos compatriotes. Parce que nous rassemblons dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous rassemblons pour la renaissance de notre pays. L'ouverture du 5e congrès ordinaire du FPI a vu la présence de plusieurs groupements politiques de l'opposition venus apporter leur soutien au FPI. On peut citer le COGEP, le PPACI, le MGC. Parlons maintenant de la Côte d'Ivoire solidaire. En marche, le chef de cabinet du président de la République aux côtés des veuves, Claude Saïssou Maoro, apporte son soutien à ces femmes qui traversent parfois des moments difficiles. Éric Goré. La solidarité en faveur des populations les plus défavorisées, une priorité pour le gouvernement ivoirien. Les veuves à l'honneur avec à leur côté Claude Saïssou Maoro, chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. Les femmes de l'Union des veuves de la commune d'Adjamé mobilisées pour l'événement. En chœur, elles disent merci aux autorités ivoiriennes et au président de la République qui ne font pas de discrimination entre les différentes classes sociales. Et pour preuve, c'est le chef de cabinet du président de la République en personne qui répond à cette invitation pour prolonger la politique sociale. Un signal fort qui ne passe pas inaperçu et qui vaut tout son pesant d'or. Notre joie est totale. Je suis très contente ce matin, vraiment, de recevoir son Excellence le chef de cabinet du président de la République. Que Dieu fasse qu'il ait la santé, la longévité, pour qu'il puisse aider notre papa Ado à mener le bateau ivoire à bon port. L'hôte du jour s'est entretenu longuement avec ces femmes pendant plusieurs heures. Il a fait le tour de l'actualité nationale avant d'ajouter. Il y a 3 niveaux de veuves. Celles qui ont perdu leur époux et qui sont en grande difficulté matérielle. Celles qui ont perdu leur époux et qui ont une relative situation sociale, mais dont il faut un accompagnement pour les enfants. Et puis celles qui ont perdu leur époux, mais qui ont un minimum vital. L'un mis dans l'autre, nous avons le devoir de leur apporter soutien. Cette rencontre d'échange a également servi de cadre pour poser des actions de solidarité en faveur des bénéficiaires. Des dons pour les appuyer. Mieux, Claude Saï procédera très bientôt à l'inauguration dans l'Ouest montagneux d'un centre d'accueil et d'hébergement des veuves démunies de Côte d'Ivoire. En sport football, 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Faye MS a annoncé la liste des 25 joueurs. Simon Adengra et d'autres font leur retour pour ces 2 matchs contre la Zambie et le Tchad. Arsène Kouassi. Défaits face à la Sierra Leone au Libéria, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent gros à l'occasion des 2 derniers matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Avant ces 2 rencontres décisives, MS Faye a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus pour affronter la Zambie et le Tchad. On note l'absence d'Éric Bailly et de Sébastien Haller. Pour Eric, c'est vraiment un problème de concurrence qui a fait qu'aujourd'hui, il y a 4 joueurs qui sont plus performants que lui et qui ont été sélectionnés. Pour Seb, pareil, il a eu une petite blessure la semaine dernière encore.
avant son match de championnat. Il a repris depuis mardi, il a repris avec le groupe, il s'entraîne normalement, mais c'est pareil, c'est les critères de sélection qu'on fait qu'on est parti sur d'autres joueurs que Sébastien. Tout comme Simon Dengra, Jérémy Boga, Ira Tapé, Ousmane Diomandé, Jean-Eudes Aoulou, Sinali Diomandé, Amani Laza, Bayo Vakoun effectue son retour 7 ans après en sélection. Pour Bayo, on avait besoin d'avoir un attaquant qui soit capable de fatiguer les défenseurs par ses appels de balles, qui soit capable de fatiguer les défenseurs par son pressing, qui soit grand de taille, physique de taille, pour nous apporter aussi d'autres manières de sortir le ballon. Les éléphants affronteront les Chipolo Polo de la Zambie le 15 novembre avant de conclure leur campagne le mardi 19 novembre 2024 contre le Tchad au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que l'arbre qui porte des fleurs reçoit toujours la visite des abeilles. Dieu le voulant, on se retrouve demain.